Ils forment le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. C'est cela, oui. Le premier bloc. C'est sur Planète Hockey, la radio. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue. C'est le premier bloc l'After en ce lundi 27 février. On a fait le décompte, on en est à l'émission numéro 39, encore 11 émissions, Laurent Perroton, et ça sera à vous de nous interpréter votre rap, en musique même, paraît-il. Ouais, c'est le challenge qu'on vous a lancé. Je suis en train de préparer les paroles. J'écoute beaucoup Réal Rémy qui nous écoute pour reprendre un peu de l'inspiration, mais... Ouais. On va y arriver. Et qu'on aura bientôt d'ailleurs comme invité. Donc vous l'avez compris, Laurent Perroton est avec nous ce soir. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Christian Ponty est également aujourd'hui. Bonsoir Lucas. Bonsoir. Et puis Gert Sennhauser qui est là. Donc vous l'aurez compris, nous allons parler beaucoup de Fribourg-Gotteron aujourd'hui, et pour faire bonne mesure, eh bien nous avons quitté l'espace de quelques jours notre stam habituel, le Bike & Coffee tête de course à Nyon, pour nous retrouver au Sport Café de la BCF Arena ici à Fribourg, où ça va, hein, l'ambiance est encore assez calme. Est-ce que finalement Gert Sennhauser, c'est un petit peu l'état d'esprit qui prévaut actuellement à Fribourg? On est dans le calme le plus total? Bonsoir déjà, ouais. On est dans le calme avant la tempête, avant la... Le calme avant la tempête. On ne sait pas trop dans quel sens il faut le prendre. Hein. Donc ouais, non, c'est clair que voilà, on sait que au début de la saison, on savait que ça allait être une saison difficile pour tout le monde. Hein. Il y a quand même beaucoup d'équipes qui sont bien améliorées, bien renforcées. Donc on se trouve à la place aujourd'hui qu'on mérite. Donc on a toujours les choses en main, mais on reste calme, parce qu'à la fin, ça ne sert à rien de s'exciter. Pour rien, déjà nos fans et puis nos sponsors qui sont un petit peu moins calmes. Je vois un petit peu les feedbacks qu'on a ces derniers jours, donc c'est à nous de garder ce calme-là pour se concentrer le maximum possible. Alors moi je retiens que vous dites tourner à la place qu'on mérite, ça veut sous-entendre que vous normalement devriez être à une place peut-être autre, mais ça on en parlera tout à l'heure. Messieurs, on va commencer comme d'habitude, on fait un petit tour de table pour voir ce que vous avez retenu de ces derniers jours, de ces dernières heures. Comme d'habitude, on a le casque d'or, le casque de plomb, ensuite les retours sur les matchs du week-end, un sacré week-end, et puis après une petite analyse sur les matchs à venir, mais surtout sur la semaine, parce que là on va jouer mardi, jeudi, samedi, et puis finir par le hockey amateur avec un petit peu faire un retour sur les U17 élites, les U20 élites, et puis évidemment la My Hockey League et la Première Ligue. Christian Ponty. Alors moi, dans les faits marquants, il y a quand même l'histoire d'Ido, hein. Enfin, ça alimente pas mal. Et ensuite, il y a la NHL avec Timo et Nino qui partent les deux. Donc ça, pour moi, ça a marqué. Puis après, tout ce qui touche au championnat, ce que vient de dire Laurent. Mais pour moi, dans les faits marquants, il y a Dido et puis Timo et Nino. Et puis peut-être on peut rajouter les trois Suisses qui sont pris les 3 premières étoiles avec New Jersey. Je pense que ça ne va pas arriver souvent. Donc, c'est la première fois de l'histoire que ça arrive, hein, disons-le carrément. Mais c'est ici la première fois de l'histoire qu'on a autant de Suisses dans la même équipe. De toute façon, on en a 4. Hein. Maintenant 4, ouais. Maintenant, on en a 4 à New Jersey. Ça fait marrer Gert Sennhauser. Vous avez quand même le temps de vous intéresser un petit peu à ce qui se passe à côté de Gotteron actuellement? Oui, bien sûr. Quand même. Les Suisses sont NHL, on les suit. Surtout Nico qui est un peu viégeois. Hein. Ouais. Non, c'est clair, on est très fiers d'avoir le numéro 1 draft, le premier en fait de l'histoire de la Suisse. Donc c'est clair qu'on le suit de tout près. Et puis après, d'avoir 4 dans la même équipe, c'est très spécial. Je pense que ça va être spécial aussi pour Monsieur Fischer, qui doit à un moment donné peut-être composer avec ou sans. Pour l'instant, c'est plutôt parti. C'est plutôt pour 100. Et même c'est quasiment sûr pour l'instant. C'est sûr. Ouais. Donc voilà, je pense que l'équipe suisse, elle va aussi un petit peu en souffrir. Mais en même temps, on a d'autres joueurs qui peuvent prendre la place à ces grandes stars.
Oui, c'est vrai que ça sera une des grandes conséquences, sans doute, que ces transactions de NHL, c'est l'équipe de Suisse qui va en souffrir pour le prochain mondial. On y va avec le casque de plomb, vous ouvrez les feux. Et je reviens. Le casque d'or. Ouais, le casque d'or d'abord. Alors, On va partir. J'ai le même que. Je suis désolé pour les nombreux fans romans, mais j'ai le même que la semaine dernière. Que vendredi, Alexandre Texier, quoi. But égalisateur hier soir à 6 contre 5, qui met le penalty vainqueur. L'intensité qu'il met, et là on joue contre Zug. La veille à Genève, il marque le premier goal, il amène le power play où ils prennent il y a une faute sur lui évidente et ils prennent la mesure de Genève. C'est 5 goals, 2 assistances, 7 points sur les 13 goals marqués. Tu gagnes 2 fois contre Genève et tu bats Zug. Il est vraiment impressionnant et on avait été très critique avec lui en début de saison sur son langage du corps, sur ses performances aussi, son manque de régularité, mais là il est vraiment impressionnant. J'ai une petite anecdote, mais au match il y avait le frère du coach assistant Sacha Treig qui était un petit peu son mentor à Grenoble quand il a commencé avec les adultes, et même lui qui jouait avec lui en équipe nationale, il était vraiment très impressionné de voir ce niveau-là. Donc vraiment impressionnant. J'en avais un autre, mais on dira casque d'argent, c'est aussi, on a été critique avec lui, mais Lauri Kainen qui gagne les matchs, qui a un gros pourcentage d'arrêt et puis qui fait vraiment des grosses performances. C'est, sauf erreur de tête, c'est 10 victoires en 11 matchs. C'est très très impressionnant et on avait parlé de ça à ce micro en disant que un coach, ce qu'il veut, c'est avoir un très bon gardien, avoir un blue liner et avoir un gros buteur, et puis après avoir une équipe cohérente. Et là, avec on n'a pas confirmé, mais l'arrivée de Jut, Suomela le buteur, et puis s'il signe Lauri Kainen, t'as déjà le temps de voir venir. Donc non, vraiment, vraiment impressionné aussi par le gardien et par ses performances, parce qu'on avait été très critique. Il n'avait pas une bonne saison en Finlande. Les années précédentes, oui. Et du coup... Il fait le boulot et puis bravo à lui. Casque d'or pour Christian Ponty. Alors moi mon casque d'or, en fait c'est Alexandre Texier. On s'est pas consulté, ouais, on est venu séparément. Moi ce que je veux juste dire, vous faites vos courses ensemble, vous voyagez ensemble en voiture, les gars. Même pas. Non mais moi je connais pas du tout. Non, mais en fait, ce qui est impressionnant aussi, je trouve, c'est qu'on voit que maintenant, il a du plaisir à être à Zurich, alors qu'il n'en avait pas en début de saison. On voit que c'est en train de devenir la coqueluche du public. Il a du plaisir à jouer. Ouais. Exact. Après, c'est juste un joueur beau à voir. Il a un skate magnifique. Il est puissant, effectivement. Il est déterminé. Le shoot. Il a peur de rien et ça se voit que c'est un joueur de play-off. Vraiment, lui, en play-off, il va faire mal. Donc le timing est vraiment bon du côté de Zurich et puis je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui ce week-end il a crevé la ligue, hein. Franchement partout où il était vraiment bon. Je voudrais juste rajouter, ce qui m'a impressionné, c'est on les a beaucoup vus jouer, je les ai beaucoup observés, on les trouvait pas terribles quand Crawford est arrivé, et en fait j'ai l'impression qu'on a maintenant de l'extérieur, c'est une puissance dans tous les duels, il gagne beaucoup plus leurs duels. Est-ce qu'il y a eu un gros travail de fond à ce niveau-là? Est-ce qu'il n'était pas content des performances athlétiques de son équipe? Mais en tout cas là je les trouve vraiment, vraiment solides défensivement, dans les duels, sur les stop and start, sur la vitesse d'exécution, la vitesse de pensée. Je crois qu'il y a eu un travail à ce niveau-là. Ouais, puis par exemple contre Genève, moi j'ai trouvé que sa vitesse a beaucoup dérangé Genève. Vraiment, il leur sautait à la gorge tout le temps. Alors est-ce qu'il va tenir longtemps ce rythme? En tout cas, il est puissant, il a un skate qui lui permet d'être hyper agressif sur les gens. Et en plus, il a vraiment pas peur dans les contacts, hein. Il allait sur Artikainen, tout le monde. C'était un pitbull, quoi. Franchement, impressionnant à voir. Bien, ça c'était votre casque d'or. Est-ce qu'il y a un joueur, un événement, enfin quelque chose qui a retenu vraiment votre attention, on va dire très positivement? Oui, alors casque d'or, moi je pense que c'est difficile de passer à côté de Texier. De Texier en ce moment, c'est clair que c'est l'homme en forme. Mais peut-être aussi l'équipe de Rapperswil, qui est quand même impressionnante. On l'a voyé assez fort ces 2 dernières années, mais on ne pensait pas qu'ils pouvaient de nouveau confirmer. Puis là, ils confirment jusqu'à la fin qu'ils ont leur place dans les 4 premiers. Donc, chapeau à eux. Et puis, je pense qu'ils font un très très bon travail. Donc, un peu à toute l'équipe, tout le staff de Rapperswil aussi. Ils sont réguliers, c'est incroyable. Je veux juste rajouter, ce qui est fou avec Rapperswil, c'est que même quand ils ont beaucoup de pression et avec des joueurs, quand on descend dans le line-up par rapport aux grosses cylindrées du championnat, c'est pas des joueurs de renom, pas des joueurs qui ont cette expérience-là et cette qualité-là, mais
la qualité technique, dans la vitesse d'exécution, dans les passes et dans la façon de sortir proprement, même quand tu es en danger, moi ça m'impressionne. En fait, c'est une équipe qui joue vraiment au hockey, et j'adore les voir jouer. Et franchement, si tu prends, on n'est pas dans le secret des dieux, on connaît pas tous les budgets, etc. Mais si tu prends individuellement les joueurs et que tu descends dans le line-up, c'est hallucinant. Et lorsqu'ils arrivent à faire un transfert qui est un peu plus bling-bling, un mec comme Moy par exemple, cette année ils ont trouvé exactement sa place, puis il fait une saison exceptionnelle. C'est sa meilleure saison en Suisse, donc ça fait partie des surprises du championnat, mais ça fait partie aussi de la qualité du championnat, c'est-à-dire que plus on avance dans les années, tout le monde peut battre tout le monde, et on a vu encore Ajoie ce week-end qui a fait 5 points sur 6 quoi. Ouais, et puis je trouve ce qui est impressionnant aussi avec cette équipe, c'est que tu as l'impression qu'il n'y a aucun joueur qui joue pas sur son niveau, voire plus que son niveau. Il n'y a pas de déception dans cette équipe. Elle est hyper bien drivée, ça on a tous compris, mais c'est vrai que tous les joueurs jouent au minimum à 100%, voire plus, parce que Tyler Mott qui aurait dit qu'il allait marquer à ce point-là. Il a un rendement exceptionnel, et donc il est mis dans des bonnes conditions. Tout le monde a l'air de se sentir à l'aise dans cette équipe. Mais attention, par rapport à la précédente saison où ils avaient fait une super saison et puis ils ont été très décevants en play-off, là cette année ils ont plus de pression par rapport à... ils sont attendus. Ils sont plus attendus. Ouais. Alors moi, mon casque d'or, c'est un peu un casque d'or de circonstance, parce qu'on est à Fribourg, et je vais l'attribuer à 2 équipes, à savoir le HC Tramelan Ladies et Fribourg-Gotteron. Le HC Fribourg-Gotteron, puisque les 2 équipes se retrouvent en finale. Ladies, okay. Oui, de SW. Oui, Ladies, oui. Vous savez ce que c'est. Ouais, j'imagine, normalement oui. Hein. SWHL, B, c'est la 2e division helvétique du hockey féminin. Et voilà, nous avons 2 romandes qui jouent le premier rôle. Et ça va finalement un petit peu dans l'évolution qu'on veut également apporter en Suisse romande avec ce hockey féminin, puisque toutes les grandes équipes maintenant vont se doter gentiment d'une équipe féminine performante. C'est le cas avec Fribourg depuis cette année. D'ailleurs, les Fribourg Ladies appartiennent à Fribourg-Gotteron. J'imagine que pour Fribourg, finalement, c'est une bonne nouvelle. La pression maintenant, c'est attention que les filles ne fassent pas le titre avant les hommes. C'est un peu ça, Gerd. Ouais, je pense qu'il ne faut pas se mettre en concurrence. On a déjà en face des basketteurs qui ont leur armoire remplie de trophées. Donc, la barre est haute là-bas. Donc, on a cette pression déjà. On ne va pas se mettre de pression en plus avec l'équipe féminin. Mais par contre, on est content qu'ils soient en finale. Et je pense qu'ils ont quand même une bonne chance d'éventuellement monter en Ligue nationale. Ouais. Alors c'est vrai que si on regarde les matchs de la Women's Hockey League, actuellement c'est vrai que le HCAP Girls ou les équipes un petit peu en dessous, enfin elles ne sont que 6, c'est du niveau effectivement de ce que peuvent produire Fribourg ou Tramelan. Donc pourquoi pas effectivement avoir encore une autre équipe ici à Fribourg dès la saison prochaine dans l'élite. Voilà, ça c'était pour mon double casque d'or. On va partir maintenant sur le casque de plomb. Alors, il y a le sourire révélateur. Non, mais le casque de plomb, et puis du coup, on va pouvoir poser des questions à Gerd après. Mais le casque de plomb, c'est à la direction du SC Berne. Moi, il y a des trucs qu'il faudrait qu'on m'explique, quoi. On annonce, c'est sorti un peu dans les médias sans que la direction soit au courant. Donc là, c'est un vrai problème aussi à l'intérieur. Le départ de Chris Di Domenico. Vous savez ce que j'en pense? C'est un joueur qui peut être excellent, mais aussi il peut te mettre dans le trouble, et dans la gestion humaine et dans la gestion des égos. On va rappeler que vous demandiez simplement qu'on le mette une fois en tribune pour qu'il je vais expliquer pourquoi. Il a là contre Ajoie, c'est 26 minutes 06 de temps de jeu. Il y a eu l'annonce juste avant le match. Ensuite, quand je vous invite à aller voir la prolongation contre Lugano et la prolongation contre Ajoie, objectivement, en respectant les professionnels, j'ai pris un fou rire. Parce que c'est tout simplement c'est lunaire. C'est-à-dire que il y a plus de 2 minutes 50 sur la glace en prenant pas de joueurs, en spéculant tout le temps, en s'énervant, en changeant à 2 à l'heure, et puis du coup ça libère un 3 contre 2. Okay. Enfin, c'est hallucinant. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'il y a Séviour, il y a Ennis, à l'attaque il y a Kaoun, et derrière maintenant il y a Jelina qui est revenue, il y a le nouveau Tevez qui est vraiment pas mal, et il y a Golubev. En plus, vous avez le gardien étranger qui est arrivé. Vous pouvez très bien une fois donner un signal fort à l'équipe et puis le mettre en tribune, parce que là, il déjoue et on voit sur le banc, les joueurs sont agacés, quoi. Et je crois que dans cette période-là, c'est bien d'avoir un joueur qui peut faire tourner un match, mais là, en ce moment, il fait tourner son équipe dans le mauvais sens. Ensuite,
que fait la direction ? On parle de Berne. Que fait la direction ? Le directeur sportif dans ses déclarations, moi je suis désolé, tu peux pas déclarer comme ça. Tu peux pas, il se compromet pas, mais tu peux pas avoir ce genre de déclaration. T'es quand même le grand Berne. S'il y a un joueur qui vient te voir pour te dire qu'il n'est pas très heureux ici, il y a quand même des discussions à mener et c'est pas le joueur qui décide. Ensuite, l'entraîneur. On a voulu faire venir absolument cet entraîneur qui est un sélectionneur. Donc tu as un système de jeu, tu sélectionnes les joueurs pour ta sélection et ce que tu veux par rapport à ça. Là, tu arrives, tu n'as pas fait l'équipe. Donc ça, c'est le premier point. Il y a toujours, on a vu Grönborg à Zurich, ça a été compliqué. Deuxième point, c'est la direction, donc le CEO qui a vraiment voulu ce gars-là. Et aujourd'hui, lui, il veut partir. Et moi, là où je mets un casque de plomb, c'est que, en fait, finalement, l'impression que ça donne, c'est que c'est quand même très compliqué de travailler là-bas quand tu es un technicien. Et qu'il y a tellement d'intervenants intérieurs, extérieurs, politiques, etc., que c'est compliqué. Et l'histoire d'Ido, c'est exactement, c'est révélateur par rapport à tout ce qui se passe à l'intérieur de ce club. Et je trouve que quand tu regardes l'équipe individuellement, on a parlé de Rapperswil, quand tu regardes le top 8 défense, le top 12 de l'attaque, gardien qui a beaucoup progressé, et je vois une grosse marge de progression encore pour Wüttrich, le classement, il n'est pas bon. Le classement, il n'est pas bon. Et donc, du coup, toutes ces histoires-là, c'est pas bon. Et quand j'entends qu'il y a beaucoup de clubs intéressés, je vous donne juste une petite statistique de Di Domenico. Il a fait 14 saisons au plus haut niveau. Soit en AHL, un petit peu en NHL, en Italie, en Suisse. C'est une moyenne de 77 minutes de pénalité par année. Hein. Donc ça, il faut le gérer. Ensuite, c'est un mec qui joue toujours avec les meilleurs joueurs, qui joue toujours sur les premiers blocs. J'ai pas voulu comparer avec d'autres joueurs, j'ai comparé chez moi et pas donné les noms, mais un bon joueur de hockey qui joue dans les grosses équipes sur une dizaine de saisons, en plus-minus, il est au-dessus de plus de 100. Là, il est à plus 10. Et ensuite en général, le ratio de ses goals, il est entre 50 et 60 points. Donc ça, c'est ça qui fait sa qualité. Mais il a gagné quoi ? La Spengler avec Team Canada, et puis il a été champion de Swiss League avec Langnau. C'est tout, point. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a 34 ans. Quand tu as 34 ans, tu as ta vitesse qui baisse et justement son agressivité qui augmente, je trouve en ce moment. Il est vraiment... Ce qui s'est passé contre Bienne, là, pour moi, contre Adgeb, il s'est fait démonter. Hein. Donc voilà, c'est tout cela qui me dérange. Et donc la question qu'on va poser à Gerd, et on entend parler de Fribourg, est-ce que c'est un joueur qui peut vous intéresser ? Je ne sais pas si tu peux te prononcer là-dessus. Alors je peux me prononcer, oui. Je pense que Christian, il a dit à la Liberté que voilà, c'est quelqu'un qui est sur le marché, donc il faut qu'on en discute. Honnêtement, le timing est très mauvais pour nous de commencer à en discuter dans les détails. Ouais. Et puis on a autre chose à faire chez nous que d'analyser, comme tu viens très bien d'analyser peut-être ce qui s'est passé à Berne. Je pense qu'on a assez de choses à balayer devant notre porte. Donc, nous, on a l'urgence aujourd'hui de se qualifier dans les top 6. Donc, c'est ça qui est la priorité pour nous. Tout le reste, voilà, on met un peu de côté, honnêtement. Alors, moi, juste si je peux me permettre un truc. Moi, alors, Dido, j'ai toujours dit, hein, c'est un gars que j'adore voir jouer. Pour la Ligue, il est fantastique. Mais déjà, moi, je pense que c'est pas un gars qui est fait pour jouer dans une équipe qui joue le titre. Parce qu'il est trop clivant. Par rapport à ça, le fait qu'on ne soit passé de 4 à 6 étrangers, je pense que c'est pour lui, c'est pas une super chose. Ouais, mais c'est pas ça que je voulais rajouter. Moi, alors ce que je voulais dire, c'est que le problème, c'est que. Et puis Christian l'a dit dans l'interview, il a dit j'ai mes combats. Mais justement, s'il a aussi bien joué l'année passée, je pense que tu es certainement témoin. Il était tout le temps en train de lui parler. Il était tout le temps. C'est un type qu'il faut gérer. Et puis le problème aussi, c'est que quand tu es dans un grand club, lui, il veut tout le temps jouer. Le meilleur exemple, c'est quand tu as les prolongations, il joue presque la moitié de la prolongation. Et quelque part, c'est contre-productif. Mais tu as vu les attaquants qu'il y a ? Voilà, justement. Mais alors, j'y viens. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, tes autres gros joueurs, tu les frustres. Et puis, ils l'ont très bien expliqué. Il y a eu des articles, ils ne se sont pas cachés. Hein. Ils ont eu beaucoup de discussions avec parce qu'il y a des autres joueurs qui n'étaient pas contents de leur temps de jeu à cause de lui. Et c'est pour ça que pour moi, Dido, c'est un gars qui est fait pour être la star du village comme à Langnau, parce qu'évidemment, à Langnau, les étrangers, ils jouent 25 minutes par match. Ok, pas de souci, mais tu vas pas gagner un titre comme ça. Moi, c'est mon avis. Et puis, dans ces conditions-là, où tu joues la relégation, je pense que c'est un type incroyable. Mais voilà, quelque part, c'est un type qui est gourmand de jeu. Et puis, si tu l'en prives, c'est dur à gérer pour l'entraîneur. Et puis, si tu lui donnes, c'est les autres gros joueurs qui sont pas contents. Et je pense que c'est un peu ce qui se passe.
en ce moment à Berne, et ils s'en sont même pas cachés, ils l'ont dit ouvertement. Donc voilà, moi comme j'ai dit, quand on voyait l'épisode avec Red Gabe, je disais c'est James Dean fait du hockey, super, tout le monde gueule, il y a de l'humour à la patinoire, mais pendant ce temps tu gagnes pas. Et pendant ce temps, les autres joueurs n'ont pas leur rendement. Et je pense que c'est pour un grand club qui veut gagner le titre, c'est un problème quasi insoluble, pour moi. Ouais. On reparlera encore un tout petit peu de Didot après, mais on va finir quand même le tour de table. Est-ce que c'était aussi Berne, votre casque de plomb? Non, bon alors moi, mon casque d'or, il était lié... Non, de plomb. De plomb, pardon. Non, en fait, j'ai dit, pour moi, c'était la mauvaise bonne nouvelle. C'est-à-dire que, voilà, effectivement, Nino Niederreiter, en changeant de club, ne sera pas en mondial non plus. Ouais, c'est une bonne nouvelle pour lui, mais pas une bonne pour l'équipe de Suisse. Voilà. Ouais, bien sûr. On avait la même. Et même chose pour Timo Meyer d'ailleurs. Ouais. Exactement. Il y a quelque chose qui vous a pas plu du tout dernièrement, Gert Sennhausen? Non, de temps en temps. La lecture de He Shoot He Scores, par exemple. Non, de temps en temps. Justement, dit Domenico pour 2 ans à Fribourg, ça vient d'où ce genre de rumeur selon vous? Bon, là, c'est Marco Maffioletti, c'est un journaliste italien, enfin tessinois qu'on connaît bien, qui est crédible. Voilà, c'est normal que ça vient de Berne. Ça vient parce qu'à un moment donné, il était ici. Je pense que Christian l'a très bien géré, comme tu viens de le dire aussi, que voilà, c'est quelqu'un qu'il faut gérer. Ça prend de l'énergie, tout ça. Et puis il a dit, j'ai eu mes combats, ça veut tout dire. Ouais, donc c'est pour ça qu'à un moment donné, tout de suite, une fois qu'un joueur comme ça, avec les points qu'il a, si on regarde juste le scoring board, c'est normal que les équipes ou les gens s'intéressent à un joueur pareil, quoi. C'est normal. Donc, moi, j'essaie quand même de comprendre pourquoi ça a marché à Fribourg et pourquoi ça n'a quand même pas marché dans une ville comme Berne. Ce sont 2 villes qui se ressemblent quand même à peu près. Bon, le public, il est même presque tout aussi pressant d'un côté ou de l'autre. Il y a le nombre à Berne, il y a la culture à Fribourg. Mais qu'est-ce qui fait la différence, justement? C'est quand même plus villageois, plus campagnard. Ça correspond mieux à Didot que l'ambiance de la capitale. Comment vous l'interprétez, vous? Parce que finalement, d'accord, il y a eu des combats, mais il vous a donné satisfaction. Ouais, mais justement parce qu'il a été géré. Disons qu'il serait encore à Fribourg s'il ne vous avait pas annoncé son départ. Ouais, il est difficile à gérer. Par contre, de dire pourquoi ça n'a pas marché à Berne, c'est quand même assez difficile de l'extérieur. Alors, je pose la question autrement. Pourquoi ça a marché à Fribourg? Ça a marché parce qu'il a fallu du temps aussi. Faut dire, la première année, on a eu un peu les mêmes combats où il prenait beaucoup de temps de glace. Il y avait des hauts et des bas. Il nous faisait quasiment perdre des matchs à lui tout seul parce qu'il était indiscipliné. Et la deuxième année, ça allait beaucoup mieux. Et le système suisse veut qu'à un moment donné, on annonce ou on fait des transferts avant la fin du championnat. Donc, on s'était basé un petit peu sur les playoffs de l'année d'avant. On s'est dit, Didot, ça reste quand même un risque de la façon qu'il joue pour nous, parce qu'on veut aller faire un step. Et l'année passée, il nous a prouvé le contraire. Je dois dire que pendant les playoffs, il était présent. Contre Lausanne surtout. Ouais. Et il avait déjà signé à Berne. Ouais. C'est la même chose avec des joueurs qui sont dans notre collimateur. Tu dis, mais en fait, il faudrait pouvoir les juger sur les playoffs. Oui, bien sûr, tu dis, un bon directeur sportif peut dire, il sent si c'est un jour de playoff ou pas. Mais il y a quand même des joueurs qui sont là. Entre deux, tu sais jamais, il y a des révélations. Puis Didot est comme ça, une fois il est incroyable, puis le lendemain il peut être... Donc c'est un peu le système aussi qui veut qu'à un moment donné, on se sépare des joueurs ou bien on les prolonge pas, ou ils sont signés ailleurs parce qu'on pense qu'éventuellement là, ça pourrait faire l'affaire. Donc sur Didot, comme j'ai dit avant, Christian, je pense qu'il a eu les bonnes clés aussi pour que ça tourne avec lui à la fin. Mais comme il a dit lui-même, ça lui a pris du temps aussi. Ouais, puis peut-être aussi, Dubé, c'est aussi un gars assez émotionnel comme Didot. Peut-être qu'il y avait une bonne compréhension. Moi, j'ai vu Soderholm, il disait qu'il adore les joueurs responsables. C'est pas un gars qui aime gueuler. C'est pas la même culture. Voilà, c'est ça. Et Didot, pas le même personnage. C'est un gars, il est tout le temps dans l'extrême. Je pense que tu dois le surveiller comme le lait sur le feu. Et au bout d'un moment, tu vois, oui, mais je reviens à ce problème-là, c'est que tu as des stars dans l'équipe comme Kaoun et Tyler Ennis. Il a 700 matchs NHL quand il voit rester 2 minutes 50. Il est fou, le gars. Non, mais tu imagines ce qu'il doit penser. Tous les lundis, c'est séance. C'est de la folie, la gestion humaine. Ouais, c'est clair. Donc voilà, et franchement, moi j'adore les joueurs de caractère. Mais là, les 2 prolongations que j'ai vues, non, c'était lunaire, vraiment lunaire. Et je ne comprends pas pourquoi Soderholm, on l'a quand même défendu ici à ce micro, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas en tribune, parce que là, il gagnerait la crédibilité de son vestiaire.
Bien, messieurs, Dido n'est pas encore de retour à Fribourg. On ne sait pas si ça arrivera, mais c'est vrai que c'est une piste qui pourrait se dessiner, parce que si on arrive à le maîtriser à Fribourg une première fois, peut-être qu'une deuxième fois, en ayant encore une fois la même production de points, est un joueur très intéressant, évidemment, pour la saison prochaine. Pour le powerplay aussi, ça marchait très très bien à Fribourg. Ça, c'est clair. Alors, on referme quand même la parenthèse Dido pour parler quand même de la situation actuelle de Fribourg-Gotteron. Donc, tout à l'heure, vous aviez dit que vous êtes à la place que vous méritez, c'est-à-dire la 6e, c'est donc l'objectif de la saison, mais quand on dit ça, ça veut dire que, voilà, je sais pas. Non, ça veut dire, on n'était pas assez constant pour. L'année passée, on a vu qu'on avait fait une saison incroyable, trop bonne. La Genève Servette cette année. Et puis on a pu se qualifier directement pour les playoffs, ça nous a bien soulagé. On a vu aussi à la fin, les derniers 6 matchs, on les avait perdus avant d'entamer les playoffs, et tout le monde disait que cette équipe, elle est pas prête, elle sera pas prête pour les playoffs. Et puis on a joué des bons playoffs, même si il y a eu des hauts et des bas aussi contre Lausanne, mais à la fin, on est 6e parce que on n'est pas assez constant. Je pense que si on avait joué le jeu qu'on a produit... Oui, donc ça veut dire que vous pensez normalement que vous valez mieux que cette 6e place. On pourrait être mieux, mais on pourrait être aussi à la place de tour. Bon, après, on voit Lausanne aussi avec une grosse équipe qui se trouve à un moment donné. Là, ils sont pas si loin finalement. Ils ont fait un gros parcours ces derniers 10 matchs, mais avant ça aussi, c'était de se trouver en dessous la 2e barre, c'est pas facile à gérer non plus avec les attentes qu'il y a. Donc il y a quand même pas mal d'équipes qui luttent aussi pour être à leur niveau qu'ils pensaient. Nous, on s'était fixé l'objectif d'être dans les premiers 6. Donc pour l'instant, il est toujours dedans, et puis on y croit à fond qu'on peut le faire. On a le destin dans nos mains. Ouais. Donc je dis ça parce que les gens ils pensaient que l'année passée on arrivait 2e à la fin du championnat, donc on s'attend à un petit peu une meilleure équipe encore sur papier, un peu la même chose. Mais il y a pas mal d'équipes qui sont renforcées, notamment Genève qui est en tête de classement, qui a une régularité incroyable. Avec Bienne, oui. Donc c'est des équipes comme ça qu'à un moment donné, Rapperswil on en a parlé avant. C'est là qu'à un moment donné que tu peux espérer être un petit peu meilleur que ça. Ouais, et puis surtout, quand même, juste Sorensen blessé en début de saison, après Berra, et puis vous avez été tout le temps en courant alternatif. C'est où la défense était bonne et l'attaque était moins bonne, ou d'un coup l'attaque était meilleure et la défense moins bonne. Puis après, vous êtes finalement quand même pas si mal sorti avec Connor Hughes, parce qu'à un moment donné, vous aurez très bien pu prendre une licence pour un gardien étranger. Et quelque part, vous avez fait confiance à quelqu'un qui a tenu la route pendant un bon bout de temps quand même. Oui, après, pendant un championnat, tu as toujours des... Exactement, et puis à un moment donné, il faut faire avec, parce qu'à la fin, si tu peux trouver 1000 excuses pour pas être dans les 4 premiers, ou pour pas être comme l'année passée, 2e place. À la fin, comme j'ai dit, on mérite ce qu'on a, on est 6e, on est dans le bon wagon. Maintenant, il faut absolument le garder jusqu'à la fin, quoi. Messieurs, je sais que vous avez encore plein de questions. Je vais encore en poser une, et après, je vous laisserai prendre un peu l'initiative du débat. Encore une question. Ça a paru étonner un certain nombre de personnes qui ont pu lire ce propos. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai écrit qu'aujourd'hui, ce qu'il fallait faire à Fribourg, c'était dédramatiser la situation. Parce que, justement, visiblement, vous souffrez quand même de cette pression liée à la 6e place. Mais finalement, que vous soyez 6e ou 10e, ok, ça fait une sacrée différence, mais ce n'est finalement qu'un tour de play-off de plus à disputer, si j'ose dire. De toute façon, vous allez disputer des séries finales d'une manière ou d'une autre. Donc, est-ce que finalement, c'est pas se mettre un petit peu trop de pression que de vouloir absolument, par tous les moyens, vouloir obtenir cette 6e place? Est-ce que ça biaise pas un tout petit peu la sérénité de l'équipe? Non, parce que je pense que si on a une équipe telle qu'on a aujourd'hui, on a quand même fait de bons transferts, on a vraiment pensé que l'équipe elle était encore plus performante par rapport à l'équipe de l'année passée. Mais ça ne veut pas dire que le championnat se déroule de la même façon que la saison passée, parce qu'il y a d'autres équipes aussi qui ont une autre dynamique. Nous, ce qu'on attend, c'est un petit peu la réaction du groupe. Aujourd'hui, la pression, elle est telle parce que les derniers 6 matchs à la maison, on n'a pas gagné. Une attitude qui n'était pas toujours là. Donc, pour moi, c'est plutôt une question d'attitude, une question de vouloir absolument gagner, de dire, on fait partie des meilleures équipes en Suisse,
on doit le prouver aussi sur la glace. Et puis pas dire, on dédramatise un petit peu tout ça, puis si on fait les pré-playoffs, à la fin, il faut quand même se qualifier, et puis il y a des matchs sous tension, il y a de la pression. La pression, elle est tout le temps là, à Fribourg, de le premier match jusqu'à la fin, que ce soit en play-off, en pré-playoff, ou n'importe quand, la pression elle est tout le temps là. Donc je pense qu'il faut pas essayer de dédramatiser pour enlever de la pression, il faut la supporter et il faut la gérer. L'assumer, ouais. Pour le moment, vous ne l'assumez pas. Regardez, les 6 défaites consécutives à la maison, exactement. Ça c'est le fruit de la pression. Oui, mais à un moment donné, il faut essayer de passer à travers. On sait qu'on n'a pas très bien joué. De nouveau, je pense qu'on a vu un bon match hier, Zurich-Zug. On voit qu'il y a de la grinta, il y a ce jeu play-off déjà qui s'est installé. Que vous n'avez pas. Que nous, actuellement, les 2-3 derniers matchs, on ne l'a pas forcément eu. Donc, et c'est là que l'équipe, elle doit grandir. L'équipe, elle a souvent été en réaction quand elle était vraiment sous pression. On a vu les matchs avant Noël. On avait perdu 5 fois de suite. Et puis après, il y avait une grosse semaine juste avant Noël pour partir à la pause. Sereinement, il y avait quand même pas mal de pression parce qu'on aurait pu chuter un petit peu. Et puis se mettre dans le doute aussi pendant toute cette pause. C'est pas toujours évident de gérer une pause quand on a perdu 8 fois de suite. Donc là, on a bien géré, on a su rebondir et on s'attend de nouveau la même chose maintenant, même si tu t'attends à chaque fois une réaction, à chaque match, le lendemain du match, tu t'attends une réaction. Ça vient pas toujours plus vite que trop vite. Mais nous aujourd'hui, on a la place, on sait que gros match demain. Ça va être la guerre, quoi. Ah, c'est la mission. Mais juste pour dire ce que tu disais, Philippe, moi je pense que éviter les pré-playoffs, c'est important parce que potentiellement tu évites 3 matchs où tu vas lâcher beaucoup d'énergie et d'émotion. Donc je pense que la 6e place, elle est très importante. Et puis tu n'as aucune garantie d'être en play-off si tu es en pré-playoff. Donc déjà, ça, numéro 1. Après, la pression... Genève l'année dernière. Voilà, exact. Et puis après, la pression... je me réjouis de vous entendre quand vous direz finalement, c'était pas si mal de ne pas avoir une semaine de pause et de garder le rythme. Je vous vois déjà arriver. Philippe, les gars, si tu vas aller loin, franchement, au bout d'un moment, les matchs que tu joues à ce niveau-là, au niveau de l'intensité, et on l'a vu l'année passée avec Fribourg en demi-finale, ils ont lâché beaucoup d'énergie contre Lausanne. Donc ces matchs-là... En termes d'émotion. Et puis surtout, si tu sais pas, tu joues, je dis n'importe quoi, tu joues Ambry avec Fribourg, ils n'ont rien à perdre. Ouais. S'ils vont comment, tu sors, t'es rincé. Le seul truc qui me gêne, c'est que c'est au meilleur des 3. Et ça, c'est au meilleur des 5, on pourrait dire que le meilleur des 3, c'est court. Et puis on a quand même vu ces dernières saisons, le 7e et le 8e, ils s'en fait chaque fois sortir. Hein. Ouais, c'est ça. Ah, bien sûr. Parce que tu luttes pour la barre. Et puis, en principe, pour l'instant, c'était clair qui était le 9e et le 10e. Tu as un petit peu plus de temps de te préparer. Les autres, ils lâchent pas mal de force, pas mal d'émotions aussi pour atteindre justement ces premiers 6. Et après, tu t'affrontes 9e et 10e, et à chaque fois, le 9e et 10e a gagné. Quoi, ouais, tu joues Lausanne qui a gagné 10 fois d'affilée devant 9000 personnes. Ouais, mais Lausanne, ils sont même 8 maintenant. Donc, du coup, ils sont en train de remonter. Voilà, donc, moi, je voulais revenir. J'ai fait un petit comparatif entre 22-23 et 21-22. Et déjà, je voulais t'entendre là-dessus. Lorsque tu regardes la moyenne de powerplay l'année dernière, le meilleur powerplay il était à 22,06, c'était Genève. Et aujourd'hui, il est à 27 et quelques. Et puis, sachant que Fribourg est 4e, powerplay à 24,72. Donc, en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que les powerplay, et je pense que c'est lié aux étrangers, les box-play, toutes les statistiques ont baissé dans toute la ligue, notamment vous, où vous êtes 12e. Et au niveau des powerplay, les pourcentages ont évolué. Genève, on les connaît, hein, quand il y a les 5 sur la glace, c'est insupportable. Mais vraiment, la qualité des powerplay fait que c'est devenu encore plus important, selon moi, durant les matchs, durant les séries, parce que il y a tellement de bons joueurs qui font des différences qu'aujourd'hui, les box-play ont tous baissé quand on voit qu'aujourd'hui, Zug est dernier de la ligue. Et on l'a vu hier soir encore. Et le niveau des powerplay aujourd'hui, le powerplay, hein, je répète, mais le premier powerplay c'était Genève avec 22,06. Aujourd'hui, en 22-23, il serait 8e de la ligue. Pour donner une différence. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? C'est exactement ce que tu dis. Je pense que c'est vraiment les 2 étrangers en plus partout qui t'amènent à avoir un powerplay premier. Qualitatif. Exactement, parce que tu as souvent un bon powerplay, le deuxième peut-être
chouïa moins bien ou bien carrément moins bons, puis tu mets l'accent sur le premier, puis tu les fais jouer 1 minute 20, Ouais, exactement. et puis tu donnes un peu des miettes au deuxième. Là, je pense que quasiment toutes les équipes peuvent vraiment le mélanger sur les deux powerplay. Donc ça te donne aussi, si à un moment donné le premier powerplay ne te marque pas des buts, tu donnes au deuxième un peu plus de responsabilité, puis automatiquement, tu avais 2 étrangers de plus, souvent tu as plus de qualité, c'est quasiment évident. Hein. Alors maintenant, je continue dans ma réflexion et je veux défendre un peu les joueurs suisses à Fribourg, justement, puisqu'on a beaucoup parlé de York, Marchand, Walzer, Motet, Schmid. Ils ont beaucoup moins de statistiques que l'année dernière. Mais j'ai regardé aussi les temps de jeu, j'ai regardé aussi comme on a dilué le temps de jeu et surtout les powerplay. Parce que lorsque tu es bien installé et que ça tourne vraiment, même si tu as 2 bons powerplay, si les gars ils ont des grosses situations, ils vont rester une 30 comme à Genève, je l'ai vu quelques fois à Parce qu'ils Fribourg. monopolisent le Donc, puck. oui, et puis les gars en face ils n'arrivent pas à sortir, ils sont c'est ça, rincés, donc tu essayes de faire la différence, surtout quand dans les moments très importants comme ça, tout le monde veut prendre les responsabilités. Donc ce que je veux dire par là, là où je veux en venir avec ma question, j'ai fait un calcul avec les étrangers qui sont arrivés un petit peu là en supplémentaire. On n'est pas loin de 100 étrangers. Moi personnellement ça m'inquiète sur l'avenir parce que moi je suis inquiet pour l'équipe nationale. J'ai vécu 2013 comme consultant et 2018 et on était très très proche du Graal. Et est-ce que selon toi, si ça continue comme ça, comme par exemple au niveau des gardiens étrangers, on va revenir en arrière ou on va continuer comme ça avec des étrangers? On avait parlé de raisons budgétaires. Hein, tu te rappelles, on avait parlé de ça en disant ouais, on va avoir des coups, mais tu as vu les étrangers qui arrivent. Excusez-moi, mais c'est des étrangers de niveau international. C'est pas des étrangers. Si vous avez eu un défenseur cette année qui était un peu moins prestigieux, mais qui était pas très cher et puis qui a fait le job. Ouais. Mais voilà, ma question c'est est-ce que tu penses pas que le championnat il est super attractif, c'est super pour les fans, pour les sponsors, pour vous les clubs, mais finalement pour la formation et pour l'équipe nationale, on n'est pas un petit peu en danger? Ça peut être un danger, oui. Je pense qu'il faut pouvoir jouer pendant 2-3 saisons, puis voir comment les jeunes s'intègrent. Pour les meilleurs Suisses qui sont déjà établis aujourd'hui, ils peuvent en profiter parce que souvent ils sont mélangés avec les bons joueurs étrangers. Donc eux, ils ont la responsabilité qu'il faut pour justement performer en équipe nationale. C'est les ensuite qu'il faudra gérer, il faudra les développer. Et c'est là que si à un moment donné, on voit que les jeunes ne peuvent pas jouer, du moment que tu n'as pas une Swiss League qui est performante et puis qui donne la place, à un moment donné, ces jeunes-là, ils ont pas assez de place pour se développer, puis pas assez de responsabilité dans leur rôle. On voit il y a pas mal de joueurs suédois aussi qui passent à travers la Allsvenskan, qui est la 2e division en Suède, mais qui font jusqu'à 25, 26 ans, puis ils remontent. Du coup, ils sont en SHL, leur première division, et puis ils performent. Mais voilà, à un moment donné, il faut peut-être un peu plus de patience. Aujourd'hui, on est là, on a beaucoup de critiques par rapport à l'intégration des jeunes, c'est vrai. Mais il faudra s'attendre aussi dans le futur que ces jeunes-là, peut-être, il n'y a que des exceptions qui vont faire le pas directement, ou peut-être des équipes qui vont peut-être plus oser, peut-être aussi une raison budgétaire. Mais les autres, ça va être quand même vers 23, 24 ans que les jeunes ils se sont formés à un moment donné dans une Swiss League et avec des apparitions peut-être en National League. Peut-être ce trend-là va s'installer. Je ne sais pas si c'est vraiment très très bon pour l'équipe nationale. Peut-être qu'il y aura moins de jeunes qui peuvent intégrer l'équipe nationale. Mais si à un moment donné, ils sont quand même formés et puis ils peuvent prendre la responsabilité en Ligue nationale, ils peuvent aussi performer en équipe nationale. Aujourd'hui, on compte quand même pas mal aussi sur les joueurs NHL. On a vu que quand il y a Josi ou pas Josi, ça change tout. tout. Ça change beaucoup, ouais. Pour les gardiens, je te donne raison. C'est ça que je voulais te dire. J'ai juste une question pour les gardiens. Là, par exemple, à Fribourg, la pression est folle. On sait comment ça se passe ici et c'est incroyable la passion qu'il y a ici. À Lausanne, c'est la même chose, etc. Mais l'après-Béra, imagine que c'est un peu compliqué. Évidemment que moi, je suis entraîneur. Il n'y a pas grand-chose sur le marché puisque tu as Béra Genoni. L'après-Béra Genoni, ça va être compliqué. Les très bons gardiens suisses, il y en a 3 ou 4, mais qui sont déjà signés pour de longue durée. Évidemment que tu vas aller voir un gardien étranger. Mais est-ce que sur du moyen terme, comme ça s'est passé en Ligue junior majeure du Québec, on va interdire à un moment donné les gardiens étrangers? Parce que là, quand tu regardes les équipes et le classement, les meilleurs gardiens en ce moment, ils sont quand même étrangers. Oui, je pense que la pression, elle va augmenter
fil des années, si on continue dans le même système et si on voit qu'il n'y a plus la relève, les gardiens, c'est un bon point. Les centres, c'est un bon point. Si, et puis les centres, les joueurs, les défenseurs offensifs. Le liner. Exactement, ça c'est un peu l'axe central qui est la plus importante dans une équipe et qui est aussi la plus importante, bien sûr, en équipe nationale. Donc ces gens-là, il faut pouvoir les développer. Un Swiss League. Faut développer. Aussi, c'est clair que le Swiss League, pour moi, c'est un passage. Après, il faut quand même pouvoir les intégrer. Aujourd'hui, si on a des bons joueurs qui vont passer par la Swiss League, mais à un moment donné, si on a un joueur offensif en Swiss League et qu'on le développe là-bas, après, il faut le mettre aussi dans la première 2 ou 3. C'est ça, dans son profilage. Sur un 4e bloc en National League, ça n'a aucun sens. Donc c'est là que la transition, elle doit se faire. Et c'est là qu'on ne peut pas aujourd'hui déjà dire qu'on va droit dans un mur. Mais les signaux sont là que ce n'est pas très bon pour le hockey suisse. On est d'accord là-dessus. On est tous avec un petit peu le même sentiment. Mais à confirmer parce qu'on a déjà eu, je pense qu'avec comme tu viens d'expliquer, la qualité qui a bien augmenté, on voit sur le powerplay, il y a quand même un jeu plus offensif, plus agressif aussi au niveau des buts. Donc ça peut profiter à des bons joueurs suisses. Mais on verra si on peut les intégrer, si on a le courage de l'intégrer. Ça dépendra aussi un petit peu de la philosophie des clubs en général. Voilà. C'est pour ça que je pense que les petits clubs style entre guillemets petit Ambry, Langnau, ils ont une grosse importance parce qu'ils donneront la chance à des Knöbuller. Est-ce qu'ils joueraient sur deux premiers blocs à Genève ou ailleurs? Non. Tu vois, ça je pense que ça. Et dans son choix de son plan de carrière, c'est une décision. Voilà, c'est ça. Mais je pense qu'il faut. Tu as raison. Mais je pense que tout le monde doit prendre la responsabilité. C'est ça. C'est notre prise de confiance. C'est notre produit à nous. C'est le futur du hockey. On a un produit qui marche, mais ça ne veut pas dire qu'il va marcher éternellement. Ouais, c'est ça. C'est pas un acquis, on doit travailler là-dessus. Réfléchir. Ouais. C'est une prise de conscience de tout le monde. On est en train de travailler sur un système avec un entry-level contract pour des jeunes joueurs. Je pense que c'est quelque chose il y a une bonne chance que ça peut arriver. On n'en sait rien aujourd'hui, mais on a travaillé très fort là-dessus. Donc c'est des signaux comme ça que nous, on doit envoyer aussi en tant que club pour dire, le championnat est attractif. Mais la suite, il faut qu'elle soit pérennisée, quoi. Moi, j'ai encore trois questions. Il y en a une qui nous concerne. En fait, on a travaillé ensemble au sport-études et il y avait un truc que j'aimais quand je travaillais avec toi. C'est aussi ta façon de voir les choses dans la gestion humaine. C'est-à-dire que tu avais un rapport avec les jeunes, tu avais compris cette nouvelle génération. Mais à contrario, ce qui m'agace aujourd'hui, et je voulais ton sentiment là-dessus, c'est cette faiblesse dans le mental, là. Je suis désolé, mais il y a une mouche qui pète dans la patinoire, c'est terminé le match, quoi. Et je le vois à tous les niveaux. Et tu crois pas que dans le hockey suisse, on est beaucoup parti dans tous les sens sur les skills coach, sur la technique, sur les spinoramas devant le sol pleureur, mais on a oublié un petit peu que l'essence même d'un sport de contact et du hockey sur glace, c'est les mecs qui sont forts dans la tête. Et est-ce que vous, à Fribourg, vous avez conscience de ça? Est-ce qu'il y a un travail qui est fait à ce niveau-là? Je te donne raison sur l'aspect du skill et tout ça, qu'à un moment donné, on est devenu trop individuel. Ça reste un sport d'équipe. Je pense que ce qu'il faut absolument retravailler, puis peut-être commencer un peu plus tôt, c'est de cet esprit d'équipe, comment on gère, comment on joue dans une ligne. Oui, tu peux être très bon techniquement, mais à la fin, tu n'es pas tout seul sur la glace. Si tu n'arrives pas à amener tes copains dans la même ligne avec toi, tu n'en feras rien. Peut-être un petit solo jusqu'à peut-être à 15 ans, puis après, quand tu arrives en U17, en U20, tu es face à un mur parce que tu as déjà des bons joueurs en face. Et puis, voilà, je pense que c'est ça qu'il faut commencer à cultiver. Il y a un bon exemple aussi en Finlande, ils parlent de notre jeu, du jeune âge. Ils disent ça c'est notre jeu, ça c'est notre identité. Aujourd'hui en Suisse, on a une certaine identité, on voit qu'on veut porter le jeu vers l'avant. Il y a Fischer aussi qui a mené un petit peu ce combat-là pour dire faut pas avoir peur, on est toujours un petit peu en dessous, voilà, on ne va pas trop s'afficher parce qu'on est suisse et puis qu'à un moment donné on se fait taper sur la tête parce qu'on est peut-être un petit peu trop arrogant. Je pense que de sortir cette case-là, elle fait du bien parce que voilà, il faut quand même avoir de la confiance pour arriver à gagner quelque chose. Mais je pense qu'il y a un bon mélange à prendre aussi là-dedans, de dire ok, oui, on peut
mais on doit cultiver quelque chose que ça ne vient pas trop individualiste. C'est pas des petites entreprises à un moment donné à partir de U17 où il y a les agents, les parents et tout ça qui se mêlent. Puis dit oui, mais il joue quand même, il fait des buts, il fait ci, il est incroyable. Les agents à 15 ans. Donc voilà, moi je pense que jouer dans un collectif, et puis là je te rejoins, à un moment donné c'est aussi le mental qui prend le dessus. À partir d'un certain âge, il faut commencer à travailler beaucoup le mental, et de plus en plus. Et tu avais évoqué tout au début de l'enregistrement où tu disais les vieilles écoles, aujourd'hui la nouvelle génération, il faut peut-être plus... je pense que la nouvelle génération, elle a besoin aussi, de temps en temps, on serre les vis. J'ai parlé de ça avec Texier, là, justement. Exactement. Moi, je pense que c'est vraiment... Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est de comprendre un petit peu tout ça. C'est de comprendre chacun. Comment ça se passe à la maison, déjà. Ça prend beaucoup de temps, ça prend pas mal de communication. Mais à la fin, il y a des joueurs qui ont besoin que ce soit sévère, strict. Sévère mais aimant, et mettre des barrières. Il y en a d'autres qui ont besoin d'un peu plus de liberté sur certaines choses parce qu'ils sont déjà assez responsables. Donc voilà, c'est ça qui est la difficulté aujourd'hui. C'est l'individualisation de l'athlète. Avant, c'était tous très dur, c'est comme ça. Puis si tu marches pas, crève. Et d'ailleurs, Gerd, il a quand même connu, comment il s'appelait, mon ami là, l'entraîneur quand tu étais à Lausanne, quand je suis arrivé en 2004, là, 2003-2004, là, Stewart. Bill Stewart. Bon. Alors là, pourquoi chaque fois on parle de Bill Stewart, tout le monde est quatre de rire, je sais pas. Et je veux juste dire quelque chose. J'ai eu une interview aujourd'hui avec Christian Despont, votre collègue là, à Watson sur Lausanne. Et en fait, mon analyse, elle était très simple. J'ai dit, ce que Ward a réussi à faire, c'est une pensée unique. Et sur les petits détails, il est très très bon, il a modifié certaines choses, mais la pensée unique, c'est-à-dire que quand on voyait jouer Lausanne au début de la saison, au niveau pro, on a l'impression qu'il y a 5 joueurs qui pensaient différemment et 5 joueurs qui avaient des ambitions différentes. Là, on a l'impression qu'il y a un objectif collectif avec une pensée unique sur la glace qui fait que les résultats sont là et ça passe par là. Je continue sur une dernière... Il nous reste un quart d'heure d'émission. Ouais, c'est pas grave, mais j'avais une question. Justement, il a parlé de la ligne centrale. Il a parlé de la ligne centrale sur les gardiens, défenseurs et centres. Au niveau des centres, il y a un jeune centre lausannois. Dans le milieu, on nous parle tout le temps de lui et puis on nous dit que c'est déjà fait, qu'il viendrait à Fribourg. C'est Guillaume Maillard, que tu connais bien, qu'on a eu au Sport Études. Est-ce qu'il y a eu vraiment des contacts ou est-ce que c'est un profil qui peut vous intéresser? Est-ce que tu peux répondre? Oui, je peux. Jeune, bon powerplay. Je peux répondre. Il y a pas eu de contact. Nous, notre équipe, avec la signature d'André, c'est ça. On cherche encore 2 étrangers. Ça aurait pu être l'un ou l'autre. Ça aurait pu être André ou Maillard, par exemple. Ça aurait pu être l'un ou l'autre. Ok. Par contre, on n'a pas eu de contact. D'accord, parfait. Et l'autre chose, et ça correspond à ce que tu as dit avant et le hockey suisse, je voulais avoir ton sentiment sur cette règle et savoir si vous en parlez entre vous, les directeurs sportifs, avec cette règle, avec s'il y a une partie de l'équipement qui est dans la zone du gardien. Et moi, ça m'agace profondément parce que ça modifie vraiment la mentalité du jeu et surtout le problème du hockey suisse. Parce que finalement, on marque pas assez de goals. On a vu avec l'équipe nationale ces derniers tournois là, c'est un vrai problème. Et si avec cette règle là qui est à l'IHF, c'est à l'interprétation de l'arbitre et en Suisse, les directions des clubs ont pris la décision s'il y a le moindre doute au niveau de la ligne verticale, au niveau de la vidéo, et qu'il y a un bout d'équipement qui dépasse, dans la zone du gardien, on annule le goal, même si ça ne dérange pas le gardien. Et tu ne trouves pas que c'est dangereux? Alors, quand est-ce que vous faites changer ça? Voilà. En gros. Alors, oui, on en discute beaucoup. Parce que ça, je trouve ça dingue. Et puis, en fait, à un moment donné, il y a aussi les goalie coachs qui sont emmêlés. Allez, voilà. La dernière séance, il y avait un directeur sportif qui a dit, mais quand les goalie coachs s'en mêlent, ça complique. Il ne faut pas espérer qu'il y aura plus de buts dans le championnat. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir le moins de buts possible. C'est ça. Parce que, ils prêchent pour leur paroisse. Exactement. Donc, oui, on en discute. C'est qu'à un moment donné, on voulait... Mais il faut aussi comprendre que les goalie coachs, c'est souvent ceux qui prennent les challenges. Ils sont en haut dans les gradins, ils prennent les challenges. Et puis, le plus c'est noir-blanc, le mieux c'est. Et puis, il y a eu quelques blessures importantes l'année dernière avec les gardiens. Des clous, Van Pottelberg. Peut-être que ça a influencé aussi. Oui, ça a pu influencer, mais je pense que c'était plutôt par rapport, tu as quand même une responsabilité aujourd'hui. Si tu prends un mauvais challenge,
tu prends le but parce qu'il est valable. Plus de Et tu minutes. prends 2 minutes. Et plus de minutes, Ouais. et puis tu peux perdre le match sur. Bien sûr, c'est sur une un mauvaise challenge. décision. Et donc, D'ailleurs, vous êtes très bon à Fribourg cette année. ouais, on était vraiment Ouais, vous avez très fait bon. fort, Très là. bon. C'est David Ebicher qui a pris 2 challenges incroyables. Ouais, qui, Ah, mais qui a amené c'était les balèze points. parce que vraiment, Ouais, il a Sur les vraiment fins de très, match, très bien vu. Je pense qu'il n'y a personne qui a vu sauf lui. Quoi. Donc on voit qu'il a l'habitude et puis il a un bon jugement là-dessus. Donc on est content d'avoir un gars qui voit. Voilà, c'est pas toujours évident, il faut le dire. Mais c'est vrai que plus c'est noir, plus c'est blanc, plus c'est facile. Aujourd'hui, si on peut enlever ce challenge avec les 2 minutes tout de suite, ça pourrait faciliter les choses. Tu prends enlèves plus le peut-être risque. d'abord Ouais, le c'est time-out et sur le deuxième challenge, tu prends 2 minutes derrière. Comme ça te donne quand même une marge aussi de progression pour les arbitres, en général. Hein, Bon, c'est peut-être aussi d'analyser. pour éviter qu'il y ait systématiquement un cost sharing. Oui, Bien sûr. mais il y a de toute façon quand même pas mal de retournements par Ouais. rapport à ça aussi. Bon, j'espère que ça va changer parce que pour les attaques en Suisse, c'est important qu'on aille se frotter. Moi, ce qui m'a choqué, c'est quand on a joué contre la République tchèque avec l'équipe suisse, le dernier tournoi, j'ai trouvé que dans la zone de vérité, aussi défensif qu'offensif, on était ridicule au niveau de l'impact physique et d'être dans le bon timing, dans le bon mouvement. Mais si cette règle-là ne te fait pas progresser, on va pas aller dans le bon sens. Donc c'est dans cette vision-là que j'espère que ça va changer. Il y a Christian Conti qui a un petit quiz à nous proposer, mais je ne sais pas de quoi il s'agit exactement. Est-ce Oh là qu'on- là. on aborde rapidement les autres problèmes ou on enchaîne? Qu'est-ce que vous préférez? Je sais pas, d'abord, tu Bon, allez, Dès que allons-y on avec fait les autres. équipes. On fait, Moi, c'est quiz de fin. Finition avec l'actualité. Non, mais on fait rapidement. Ajoie qui a fait un excellent week-end. C'est 5 victoires en 10 matchs. Hein. Donc ils préparent bien les play-outs. Et puis Langnau, grosse inquiétude. Hein. Grosse inquiétude. Et d'ailleurs, ils ont gagné 1-0 contre Langnau. Et avec ce résultat-là, ils choisissent un petit peu leur adversaire quand même. Donc ce match était très très important. Lausanne qui a été gagné à Cloton avec un énorme match. Hein. Je l'ai regardé le match. Comme a dit Maillard dans l'interview, il fallait avoir des coronesses parce que c'était un gros match. Après, ils ont fait l'essentiel. Ce que j'ai pu dire dans l'interview avec Watson, c'est que c'est très rigide, ça demande beaucoup de concentration, le système Ward, et beaucoup d'intensité. Et hier, je les ai trouvés un petit peu émoussés. Donc j'espère que ça va pas... Là, ils jouent... Ils jouent Rapperswil mardi, jeudi ils vont à Bienne et samedi ils reçoivent Zug. Donc c'est un gros programme. Et puis avec toutes ces victoires-là, de perdre ces 3 matchs-là, là il faut faire des points absolument parce que tu restes dans les pré-playoffs et ne pas finir en autre boudin. Si tu perds ces 3 matchs, les autres font un peu des points, tu te retrouves 11e ou 12e. Je pense que les playoffs c'est loin maintenant, donc ça c'est bien. Ensuite Bienne, il peut en parler, Gerd, mais contre Fribourg, l'efficacité. Hein. Ils ont pas des temps de possession immenses, ils ont des attaques, mais ils sont tellement concluants. Et donc ça gagne contre Fribourg, et puis après, ils vont gagner à Zug. Pareil, même genre de ratio en termes de lancer, de chance de goal et tout, puis ils gagnent 6-3. C'est un peu le contraire de Fribourg. puis Ça, juste hein. Vous préciser- avez beaucoup le puck, mais par contre, la réalisation elle n'est pas toujours là. Hein. Mais c'est un peu comme nous l'année passée. On a eu pas mal de matchs où on méritait peut-être pas forcément de gagner, mais c'était léger, quoi. C'était, Cycling. on et avait puis, l'impression d'être toujours agressif et je peux pas dire qu'on a fait une moins bonne préparation physique cette année que l'année passée, donc ça se passe beaucoup dans la tête. Ouais, Bien sûr. dans la tête. Et rajouter, pour parler de Fribourg aussi, un élément qu'on n'a pas du tout parlé, mais tu as des joueurs emblématiques du club. Tu as des joueurs formés là, tu as des anciens comme Sprunger-Bukov, tu as des plus jeunes comme Marchand-Motet. Et puis là, tu as 2 joueurs qui arrivent, étrangers, qui ont leur volume de jeu, dans le temps de jeu. Ça leur a piqué du temps. On leur piquait du temps, mais c'est indirect. Hein. Et puis tu as Berchi qui arrive, qui est un joueur de concession emblématique pour la région. Donc du coup, on parle aussi des joueurs suisses, des statistiques, mais j'y reviens. Ton temps de jeu, il a diminué. Et après, le plus dur aujourd'hui, et c'est encore une nouvelle gestion pour Christian Dubé et Rosa, c'est aussi gérer ce genre de choses. Parce que quand tu surfes sur une saison comme l'année dernière, que tu fais un super quart en demi, il y avait la fatigue, une classe d'écart un petit peu quand même, tu veux faire mieux, mais justement les joueurs aussi, les jeunes joueurs comme Marchand et Motet, ils aimeraient avoir plus, ça se voit dans le langage du corps, et du coup la gestion elle doit être beaucoup plus compliquée avec l'environnement ici. On est à Montréal là un petit peu, hein, à Fribourg, donc voilà, c'est pas simple. Mais pour revenir à Fribourg, ils ont ce match qui est vraiment très très important.
mardi. Et contre puis, Zug. Contre Zug, à Zug. Mais on en discutait avec Christian dans la voiture. Souvent, dans ces grands rendez-vous, ils arrivent à nous étonner. Donc, 50-50 là je dirais, et ensuite ils jouent à Ajoie et Langnau, donc 13e et 14e, donc là ils doivent faire absolument des points, et puis s'ils gagnent contre Zug, c'est clair qu'ils seront sur leur lancée, mais ça peut aussi leur permettre peut-être au dernier moment d'aller chercher la 6e place, et je reste persuadé que dans ce championnat là, avec l'intensité, il faut quand même être dans les 6 pour éviter ces pré-playoffs et cette pression supplémentaire. Ouais, comment vous le préparez ce match contre Zug comme un autre? Non, je pense que on sait que c'est un peu le match de la vérité pour entamer ces 3 derniers matchs pour être dans les top 6. Donc, confrontation directe, on a 2 points d'avance sur eux. On a vu l'attitude de Zug aussi hier. On a vu Zug a failli remporter 3 points. Hein, ça s'est joué à pas grand-chose. Hein. Donc, ils vont être très très bons, ils vont être très agressifs et ils vont venir à la guerre, comme on dit. Donc, à nous d'être prêts aussi, de fournir le travail nécessaire. Moi, je pense que demain, c'est pas... Oui, on peut parler sur des aspects tactiques parce qu'on travaille l'adversaire, bien on l'analyse. Mais demain, c'est juste une question d'attitude, rien d'autre. Le mental va être très important. Et puis, commando, quoi. Commando, complètement. Un peu. C'est un match play-off, mais à la décharge de Fribourg, l'avantage qu'il y a à Fribourg, c'est qu'aussi, je l'ai dit hier soir sur le plateau, Zug, par moment, a des absences défensives, mais hallucinantes, quoi. On parle de la statistique de Giannoni. Hein, si on prend tous les gardiens de la Ligue, même ceux qui ont très peu joué, il est 29e en pourcentage d'arrêt. En termes de pourcentage d'arrêt, c'est très pauvre, mais c'est souvent des grosses erreurs, des turnovers, des joueurs oubliés dans le slot. Donc, si Fribourg fait un match sérieux, un peu de réussite, vous avez vu le goal hier, le goal de Zug qui les met en avant, c'est un rim sur un powerplay, ça saute par-dessus la canne. Non, ils n'ont pas marqué là-dessus, mais c'est l'entame du deuxième tiers, ça les a mis dedans, Zug. Puis il y a Souris qui rate la finition à 4 contre 5, mais c'est ça le hockey aussi, c'est un facteur chance qui est très important sur 2 matchs. C'est vrai que sur cette confrontation-là, on pourra peut-être pas dire que ça se joue sur les gardiens parce que tant Giannoni justement que Berra aujourd'hui, on doit le dire, n'est peut-être pas non plus tout à fait au top. Alors, je voulais parler de Berra, et je lui ai dit quand on était à Genève, là, le match que j'ai fait à Léman Bleu, je lui ai dit Berra, les 3 premiers matchs c'est comme ça, mais il va avoir un down, c'est obligé. Quand t'as travaillé autant pour revenir, et on voit Vatanen à Genève, hein. Vatanen a très bien commencé, puis là c'est compliqué. T'as toujours tu peux pas être performant comme ça parce que t'es performant parce que t'es tout neuf, tout frais, mais à un moment donné aussi l'intensité du jeu et surtout comme gardien, c'est un peu logique, mais dans les grands rendez-vous, je suis pas très inquiet pour Giannoni. Et Berra. Dernière remarque, Laurent, ou on passe au quiz? Non, on a juste bien rapidement quand même. Il joue Lausanne et ils vont à Lugano. Et Genève joue ils jouent Ajoie samedi et ils vont à Zug jeudi. La première place n'est pas jouée. Hein. Ouais, juste préciser un truc à propos de Bienne. Ils ont mis Sheehan qui a mis ses premiers goals. Et je pense que Sheehan les assiste aussi le premier match. Et je pense que c'est un gars qui va être important en play-off. Son jeu physique. Ouais, exactement. Il a joué à la place de Kunti. Là, il a vraiment été très très bon. Mais pour finir avec Genève, dernière chose, ils perdent à Lugano au penalty. Là, Maillard blessé, Desclous, il est en petite forme, hein. 5 pénaltys sur 7 quand même. Et puis contre Zurich, il y a 2 goals où il a une part de responsabilité, donc on le sent extrêmement nerveux. On espère que ça va aller et puis que Maillard revienne au jeu pour qu'il y ait une saine concurrence et puis qu'on puisse faire tourner parce qu'on sait qu'il a des fragilités. Mais là, c'est vrai qu'ils ont une passe un petit peu difficile avec des grosses absences en défense. Ok. Noah Rod a manqué beaucoup contre Zurich. Ouais, mais il revient jeudi prochain normalement. Mais dans le jeu physique, à un moment donné, il était très important, il n'était pas là. Il rigole parce que... Mais je vais faire la réflexion. On parlait avant de Dido qu'il faut gérer parce qu'il prend beaucoup de temps de glace. Voilà, c'est ça. Beaucoup de temps aussi. Donc, j'ai de la peine à les faire. Oui, j'ai de la peine à leur faire respecter le temps de parole. Il arrive jamais. On va toujours au pénalty. Hein. Et encore, ce ne sont pas des séries de 5. Au 16e pénalty. Moi, je vous ai préparé un petit quiz. Oui. Donc, vous aviez éventuellement évoqué la possibilité de parler de Junior tout à l'heure. On garde ça pour la prochaine fois. On garde ça pour vendredi pour parler un petit peu de la
la Mayo U17, U20, U17, U20, on part sur les playoffs et puis Mayo K-League et Première League. Et vous avez vu Guin qui a gagné son premier match de l'histoire en playoff. Exactement, Martini. Partenaire de Fribourg. Oui, un peu, exactement. hein. Exactement. Ouais, donc finalement, ça m'a assez bien. Toutes vos équipes autour de la première fonctionnent bien, les filles, la MHL. Le basket. Le basket. Okay. Il y a juste le FC Fribourg là. Et moi, Christian, je joue pas. Hein. Je suis trop novice. Bon, alors on y va. Allons-y pour le quiz. Non, mais on va profiter de Gerd. Donc c'est un quiz sur Gerd. Donc tout le monde peut répondre, sauf peut-être pas toi. Donc moi, j'ai une première question pour vous. Quelle est la particularité au niveau du parcours de Gerd en tant que joueur? Est-ce que vous avez une idée précise? Il a une particularité que peu ont. Il a supporté Bill Stewart. Non, ça pourrait être ça, mais c'est pas ça. Au niveau des clubs. Au niveau des clubs, il a commencé à jouer dans le Bas-Valais alors qu'il vient du Haut-Valais. Alors il y a un petit début de l'explication, mais c'est pas ça complètement. Je ne sais pas. Alors je vais vous le dire. Il peut répondre peut-être. Mais en fait, tu es le seul gars que je connaisse qui a joué pour 3 clubs bilingues. Sierre, Bienne et Fribourg. Ouais. Voilà, tu vois, maintenant tu le sais. Je vais servir à quelque chose. Je dis que c'est presque le client idéal au niveau du hockey roman, au niveau de la Liga. Donc quel club de Liga il a jamais joué? Genève. Ouais, et pourtant Chris Maxorley voulait absolument que tu viennes jouer à Genève. Je me rappelle très bien, il avait fait des pieds et des mains. Pourquoi t'es pas allé? T'étais à Lausanne à l'époque. Ouais. Bah, je me sentais bien à Lausanne. Donc, pas de paddle. Pas de paddle. Pour aller jusqu'à... Il y a aussi un lac. Alors, il y a une particularité aussi pendant les playoffs d'ascension de Lausanne. Qu'est-ce que Gerd a fait que je pense à peu près aucun entraîneur a dû faire pendant cette période? Et moi, je le sais parce que j'ai fait un séminaire d'entraîneur avec toi et puis tu nous en avais parlé. La machine à laver? Non. Moi, si je peux me permettre, et ça c'est vraiment profond, et ça, je m'excuse, Gerd, mais ça m'a marqué, en tant qu'entraîneur, ça m'a marqué. Je suis désolé de faire cette révélation, et c'est rien contre toi, mais on était à table au Sport Études, c'était le quart de finale contre Holton, et il a reçu un coup de téléphone, et puis c'est là qu'on lui a expliqué que il finissait l'année et puis qu'il partait. Et en fait, j'ai de l'émotion de le dire parce que j'étais en face et en fait, tu sais pas quoi faire. Ouais. Tu sais, c'est comme quand tu apprends un truc très grave et que tu as la personne et tu sais pas quoi lui dire. Là, j'étais là et j'en ai des frissons d'en parler. Hein. Ouais, je vois. Franchement, c'était hallucinant. Et en fait, j'étais même en train de le regarder. Je me disais, mais pourquoi je fais ce métier en fait? Pourquoi on est complètement débile à faire ces trucs tellement passionnants et tellement ravageants finalement? Alors écoute, moi la question que j'ai posée, il y a un rapport indirect avec ce que tu Attends, on va écouter sa réaction quand même. Alors, le jour où j'ai appris que je n'étais plus l'entraîneur officiellement la saison d'après, c'était le premier match contre Holten, la finale. On était à table, t'allais partir. Et puis, la deuxième nouvelle de la journée, c'était Christo s'était fait mal à la cheville. Oh et puis il est tombé de son... Ouais. Vous avez dit que c'était une chute à ski, c'est pas vrai. Puis donc c'est Christophe qui a dû jouer. Exactement. Et puis on avait de la chance, c'était vraiment très bon gardien. Un super gardien. Et puis, super bon gars. C'est le premier... Fort mentalement, c'est avec lui qu'on avait fait les médailles en junior. Ouais. C'est lui qui est venu en premier en plus à la patinoire. Je lui ai dit écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il me dit quoi? Tu vas jouer ce soir. Il m'a dit non. J'ai dit oui. Quoi? Tu plaisantes? J'ai dit non, mais Christo qui s'est fait mal. Donc la première nouvelle, c'est que je continuais pas avec Lausanne, et puis que j'étais plus entraîneur. Et puis la deuxième, c'était Christo. Puis c'était le premier match de la finale. Donc moi j'avais autre chose à avancer que mon futur ou bien. C'était le premier match des quarts de finale. Les quarts de finale contre Holton. Ouais. Oui. Le premier match des quarts de finale contre Holton. Et puis du coup, après, imaginez. Je me rappelle plus de ma question. Non mais attends, je finis. Imaginez comment toi tu sais ça. Tu vas au match et à chaque fois que Lausanne gagnait, je me rappelle quand ils ont gagné le titre et qu'ils sont montés contre Langnau. J'étais à Berne pour la RTS. Et on s'est fait flasher au retour pour arriver vite faire la fête à Lausanne. Et j'ai pris Gerd, on est parti au Darling avec tous les joueurs et tout. Et
tellement heureux pour lui, quoi. Et c'était tellement une belle histoire, tellement une histoire folle. Et puis finalement, ça finit tellement bien. Et puis c'est pour ça qu'il a été élu personne la plus populaire, meilleur entraîneur à Lausanne. Hein. Il y a eu un sondage. Ça restera aussi un de mes grands souvenirs sur la glace lausannoise après le match de la promotion. Pour la promotion. Et du coup, c'est de vivre ça de l'intérieur par rapport à ma fonction sport-études et lui entraîneur de la première, c'était incroyable pour moi en tant que jeune entraîneur. Ouais. Bon, on vous laisse retrouver la mémoire. Non, mais il est en train de regarder le plafond de caisse que je disais. Non, je le sais très bien, mais je sais que Laurent, il a aussi plein d'anecdotes à raconter. Non, en fait, j'ai dit qu'il y a une particularité pendant ces playoffs. Ouais. Alors, je vais répondre. Ouais. Parce que c'est que pendant les playoffs, tu dormais dans ton bureau, dans un lit de camp. Tu me rappelles, tu avais dit ça parce qu'il faisait tellement des allers-retours. Matelas à fleurs. Ouais, non, mais t'as mis un lit de camp dans ton bureau, c'est juste. Ouais, c'est juste. Ouais. Écoute, je dormais peut-être en moyenne 2 fois par semaine, 3 fois par semaine dans le bureau. Ouais, c'est ça. Et puis, je me suis quand même réveillé assez souvent la nuit. Et c'est vrai qu'à la fin de chaque fois que je me réveillais, je sortais du bureau, j'allais sur le banc des adversaires, j'étais à Malais tout seul. Et je réfléchissais à des trucs, et puis comment on peut faire ci. Ça peut être très mystique le hockey sur glace quand même. Hein. Mais tu vois, comme le gars il a habité, moi j'adore, c'est fantastique. Le matin, c'était toujours le même rituel. Thierry Comte arrivait à la patinoire, il toquait à la porte, je me réveillais, on allait partir dans le centre à côté, on allait boire le café, croissant, je revenais, et puis après vous savez quoi, moi quand j'entends ça, et là, c'est 2 semaines les plus intenses de ta vie. C'est une façon aussi de rendre hommage à tous les entraîneurs, quel que soit le niveau. Quand j'entends ça, quand j'entends ensuite ce que l'on dit sur certains entraîneurs au niveau des commentaires, au niveau des attaques, c'est insupportable. Vous savez, par la ça finale... fait du bien d'entendre ça. Oui, finalement. exactement. Mais pendant la finale de MySport, Sierre, tu connais bien la région, hein, Sierre Martigny, c'était limite dangereux par moment. Hein. Je me demandais où ça allait aller, quoi. Et puis finalement, ça a été très bien géré. Mais le mois de tous ces playoffs et surtout la finale, moi j'avais interdiction de dormir dans la chambre, hein, tellement j'étais agité. Donc j'avais une mezzanine dans une des chambres et je dormais dans la mezza. J'avais interdiction d'aller dans le lit avec ma femme. Maintenant ça arrive encore de temps en temps, mais c'est parce ça c'est autre chose. C'est plus la même chose maintenant. Ouais, alors j'ai encore des questions. Hein, c'est le premier que je vais y arriver. Allez. Donc moi c'est une question. Je pense que c'est plutôt Philippe qui va répondre. Philippe, si je te dis la classe, tu me réponds quoi? La classe à Dallas. Fabrice. Toi, tu sais. À Dallas. Alors, un acteur de cinéma. Fabrice. Non, la classe. Ah, oui. Aldo Machone. Aldo Machone, oui. Aldo. Ouais, bien sûr. Papa. Parce que, moi, c'est que je suis peut-être au courant, je suis un peu biennois et puis moi j'ai vécu les grandes années et puis moi j'ai connu le grand HC Bienne. Son nom c'était Georges Ponty, c'était le gardien. Ouais, je te connais je pense. Et en fait du coup moi j'ai vécu les grandes années du HC Bienne quand j'étais petit. Puis j'avais 3 idoles, j'avais Gosselin comme tout le monde, j'avais Ankan et j'avais Aldo. Et en fait, c'est quelqu'un de marquant, ton papa. Et je pense que vous aviez un point commun aussi, c'est que je crois qu'Aldo, il n'avait pas d'ennemis. C'était un gars très sympa, tout le monde l'appréciait un peu partout où il est passé. Et donc, ma 5e question, moi je suis clivant. Hein. Ma 5e question, c'est quel est le point commun, attention, écoutez tous, entre Dido et Aldo? Alors là, c'est pas le jeu dur, ça c'est clair. En tout cas, c'est pas le langage du corps. Non, vous trouverez jamais. Je vais vous aider. Ouais. En fait, c'est le jour où Aldo a annoncé son départ. Et je pense qu'il y a tout bien qui pleurait. Et c'est un peu la même chose pour Dido. Quand il est parti à Lugano, c'était un choc, je me rappelle. Oui. Je pense que tu devais avoir 6 ans, 7 ans, j'imagine. J'étais dans les gradins. Voilà, c'est aussi, comme une madeleine. Mais c'est un truc de fou, hein. Moi je me rappelle. Mais en fait, on n'y croyait pas. Parce que les Kertsenezern, c'était inséparable. Parce que mon père était capitaine de l'équipe nationale et aussi capitaine de Bienne. Ils étaient champions suisses. Et il avait signé en Ligue B à Lugano. Oui, avec Réal Vincent. C'est vrai, ouais, bien sûr. Oui, je connais pas. Ouais, avec Réal Vincent. Incroyable. Et donc Gassman, il disait, il avait de la peine à accepter tout ça. Donc il l'a fait exprès. Ça, c'est mon papa, il m'a expliqué. Il a dit, il a fait exprès après le match de le mettre devant tout le monde et de dire, ok, tous ceux qui restent pour l'année prochaine, ils vont avec la Guggen d'un côté. Puis tous ceux qui restent pas, c'est de l'autre côté. Non. Puis, ça, je connaissais pas. Puis, en fait, il y avait toute l'équipe dans un coin ou derrière le but. Puis tout le monde a été de l'autre côté. Puis mon père, c'était le seul qui restait. Puis
avais tout le stade qui acclamait son nom, puis pour dire que va à l'autre côté, puis moi j'étais là aussi parce que je voulais rester à Bienne, bien sûr. Et puis il pouvait pas parce qu'il avait signé à Lugano. Mais parce que c'était un peu l'affront pour Willy Gassman. Parce Exactement. À l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que Bienne, on l'appelait le club des millionnaires parce qu'il y avait Gassman derrière. Et l'autre club de millionnaires à l'époque, émergent, c'était Lugano avec la famille Montegazza. Exactement. Du coup, je pense que... Ouais. Donc c'est aujourd'hui, C'est on te dingue. dit, t'es champion suisse, t'es capitaine du champion suisse, et puis tu joues à jouer en Ligue B. Non, mais C'est dingue. C'était un choc, moi Et je me rappelle. il avait pas 38 ans. Il Ouais. était encore- C'est un peu comme Roblon Meuville, qui était gardien de l'équipe nationale, et puis qui est parti, qui est revenu à Fribourg en Ligue B aussi pour ensuite aider Fribourg à monter dans l'élite. Bon, c'était pas du tout les mêmes mentalités Non. et puis les mêmes contrats, etc. Mais c'est vrai Absolument. que ces histoires aujourd'hui sont incroyables. Moi j'ai une dernière question pour toi. On est à combien? On a On peut même plus C'est savoir. bien important. Là, c'est la série qui est carrément entamée, c'est pas le match. Il a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de temps. Non, moi j'ai une question à te poser. J'étais là, comme beaucoup de gens, quand vous êtes montés, et à la fin du match contre Langnau, j'ai vu l'accolade quand vous êtes pris dans les bras avec Kölliker. Alors, t'es pas obligé de répondre, mais en tout cas, moi je pense qu'à la place de Kölliker, j'aurais dit, je pense que ton papa doit être fier de toi. Oui, je pense que c'est quelque chose qu'il aurait bien voulu voir. Voilà, c'est ça. Il m'a suivi un petit peu, puis lui aussi, il avait un parcours. À un moment donné, il a arrêté comme joueur. Et il avait repris en fait une année le HCCR. Et je Me rappelle très bien, tu as joué avec? Non, moi j'étais déjà parti. Ok. Et puis il aurait bien voulu faire ça. Ouais. Il aurait bien voulu faire ça. Comme il a toujours travaillé, c'était un job qui était pas du tout sûr. Tes assurances, ton papa. Ouais. Et puis il s'est dit, si je reste dans le milieu d'entraîneur, je serai obligé d'un moment de nouveau quitter Sierre ou le Valais. Et puis on a fait exprès de revenir pour avoir une base et puis pour que les enfants puissent aller à l'école et puis une stabilité. Donc il a tout de suite abandonné tout ça. Et puis moi je me suis retrouvé après avoir le même chemin plus ou moins de me retrouver comme entraîneur principal. Ouais, je pense qu'il aurait été fier, oui. Ouais. Non, en tout cas, c'était un super moment parce que quelque part, il était tellement proche que Kölliker et ton papa. Oui. J'ai l'impression qu'il serrait son fils. C'était vraiment un sacré moment. C'était dingue, Ouais. c'était dingue. Puis même toi, je crois que tu réalisais pas vraiment ce moment. C'était vraiment. Oh, bah là. Moi, ce que j'ai pas réalisé, honnêtement, c'est que quand on a joué ensemble, mon père et moi, on était les premiers à avoir joué en à Ligue Sierre, nationale, en Ligue B. Incroyable. Donc après, c'était plutôt un geste pour mon père. C'était pas parce que moi j'étais prêt. Il faut le souligner. Tu as aussi joué à Viège plus ou moins en même temps, ou une année d'écart. Je crois Viège-Sierre tout proche. Ouais, j'étais une année à Viège, après je suis venu à Sierre. Ils étaient en Ligue B. T'avais 16 ans, je crois, c'est ça. Exact. Ouais. Et puis après, on m'a fait jouer avec mon père. Un match, pardon. Mais je m'entraînais déjà avec la première équipe, donc je partageais le vestiaire avec mon père. Mais j'ai quand même pu jouer un match. Et puis c'était un petit peu un geste par rapport à mon père. Puis moi j'ai joué comme ça. Puis je lui ai dit, écoute, on va jouer en défense ensemble. Moi j'étais attaquant. Ouais, je vous rappelle, jouer c'est en juste des joueurs défense, ensemble sur le même bloc. Moi je suis droitier, lui il est droitier. Je dis, j'ai pas l'habitude de jouer en défense. Tu fais au mieux. Tu peux aller jouer à gauche parce que comme ça, on dit quoi? Moi à gauche, moi non. Coco, c'est toi qui vas à gauche. Donc c'est quelque chose que une fois que toi tu as des enfants, tu te dis mais ça serait juste incroyable. Pouvoir jouer un match avec mes enfants. Moi j'ai joué avec mon père aussi. J'ai joué un match, il il était gardien, j'ai joué avec mon père, c'était incroyable. Moi j'ai une dernière chose à dire. Je suis tombé par hasard il y a genre une année et demie en arrière sur une interview de Jean Gagnon. Parce que lui c'était le directeur général des Remparts de Québec. Et puis il parlait de son parcours et il a dit qu'il a joué longtemps en Suisse. Et puis il expliquait, puis c'était assez sympa, il disait que les gens au Québec ils se rendent pas compte, mais le hockey suisse a toujours un très bon niveau. Puis il a dit, j'ai joué avec de grands joueurs et tout. Puis à un moment donné il a dit, est-ce qu'il y a un joueur qui vous a marqué? Et il a dit, j'ai joué contre un certain Aldo de Sennheiser, qui était un défenseur tout en dentelle, avec beaucoup de classe. Et je trouve que c'était un bel hommage. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il parle de ça, parce que justement, pour moi, à l'époque, Gagnon, c'était un peu la concurrence avec les grands défenseurs de l'époque, c'était Réal Vincent, c'était Gagnon, Kölliker, Sennheiser. Et il a dit ça, et j'ai trouvé que c'était classe de sa part, et puis ça ne m'étonne pas tellement de Jean Gagnon, finalement. Voilà, messieurs. J'ai eu la chance de jouer avec Jean aussi. Ouais. Donc, T'en as vu du pays. Hein. Moi, je te remets un petit truc. Tu verras que j'ai trouvé de mes archives personnelles. Si tu veux l'ouvrir, Merci. Et puis, on peut commenter ça. Messieurs, nous, pendant qu'il est en train d'ouvrir l'enveloppe, qu'est-ce qu'on a encore? Ah ouais. Oh, magique. J'ai retrouvé ça, donc c'est dans un vieux carton. Ça fait longtemps que je l'ai vu. Je me dis, le jour où je te croise, il faut que je te donne ça. Alors, on voit le Papa Aldo en train de soulever la coupe. En fait, c'est le matin. Ouais.
de 1981, juste après avoir été champion. Et c'était juste après le départ, d'ailleurs. L'article, c'est « Un seul Aldo vous manque » et c'est Coliquer qui parle. Exactement. Et, Incroyable. Et ça, je veux dire, c'était ton papa. Des photos incroyables. Voilà, exactement. Moi, j'ai Avec des vagues souvenirs. Je dois dire que j'étais tous les jours dans les vestiaires parce que j'avais 6 ans. Puis on habitait juste à côté de la patinoire à un moment donné quand j'avais 3 ans et demi, 4 ans. Ma mère, elle me mettait les patins autour du cou. Je marchais tout seul à la patinoire. Il y a le papa Coliquer qui faisait la glace. Ouais, Il m'attachait les patins. Je faisais mes Adolphe mes tours. Coliquer. Et puis après, à un moment donné, eux, ils arrivaient. C'était là où ils avaient commencé à faire les entraînements le matin avant le match. Ok. Donc, mais ils faisaient du bago-bago. Ouais, mais Ils faisaient c'était pas du tout Gosselin de- Martel, enfin, la Exact. grosse équipe, c'était incroyable. Exactement. Donc ils avaient en fait les deux tiers qui étaient pris. Et puis au milieu, en fait, la zone neutre, Tu jouais. elle était libre. Et j'avais le droit d'inviter toujours un copain. Incroyable. Donc j'étais privilégié de ce côté-là. Mais je traînais tout le temps dans les vestiaires en fait. Et puis, Bah, c'était quand même une famille. Moi, je me rappelle d'un truc aussi très précis de ton papa, c'est que c'est lui qui chauffait Ollie Hanken avant les matchs. Et ils avaient un rituel, c'était impressionnant parce qu'Ollie, il était tout petit, mais il avait des réflexes incroyables. Et en fait, je me rappelle, ton père, c'était un métronome. Il mettait ses pecs gauche, droite, gauche, droite. C'était beau à voir. Franchement, c'était une symphonie. Bon. Voilà, j'ai fini. Que dire sur ces belles paroles? Que dire, si ce n'est que effectivement, je me souviens, j'ai aussi dans mes archives ce fameux Hockey 80-81 qui était le supplément de fin de saison du matin, de l'époque du matin. Ça va les papis là? Ah, Ah, mais c'est l'avantage Le d'être Moped vintage. Show, le Moped Show est de retour. Non, mais si t'es vintage, t'as des choses à raconter. C'est bien. mais voilà, c'était une jolie émission nostalgie. La En tout 39e, cas, elle va marquer celle-là. Christophe Baluette, on te salue. Ouais. Et on va remercier évidemment Gerd Sennhauser Merci de à nous Gerd. avoir rejoints aujourd'hui et un peu en dernière minute, mais c'est l'actualité aussi qui nous a poussé à le contacter finalement un petit peu au dernier moment. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation rapidement. merci Et puis à vous on pour l'émission que vous faites. on essaye Très sympa on essaye d'être sympa. Voilà, comme on a dit avant, c'est un produit qui est chouette à regarder et aussi à écouter. Et puis voilà, c'est ça qui fait vivre aussi ce magnifique sport. Ouais, merci. Ouais, et puis c'est aussi qu'il y ait des gens comme toi qui viennent nous rendre visite, clairement. Ouais. Et nous, on va conclure assez rapidement en rappelant qu'il y a beaucoup de hockey sur glace cette semaine. Enfin, non, déjà que cette émission, vous allez pouvoir la retrouver d'ici quelques minutes, même pas 3/4 d'heure. Hein. Donc cette fois-ci, on a été vraiment plus long que d'habitude. Rediffusion donc sur le coup de 22h, rediffusion également demain sur le coup de 6h et de 13h. Et on va essayer de vous proposer cette émission également le plus vite possible sur notre chaîne YouTube Planète Hockey Center. Beaucoup de hockey sur glace cette semaine. Donc n'oubliez pas que le hockey sur glace c'est bien, mais le hockey sur place C'est mieux. Et Vive le hockey Roman, excellente fin de journée à toutes et à tous. Bye bye. Et à bientôt, bye bye.